Il est 20h09 en Côte d'Ivoire. Vous êtes sur NCI et vous avez fait le bon choix. Bienvenue dans NCI 360. L'actualité politique de cette semaine a été marquée par la rencontre entre le président Alassane Ouattara et son prédécesseur Laurent Gbagbo au palais présidentiel. Tous se sont unanimes pour dire que c'est une rencontre historique, une rencontre symbolique pour la réconciliation en Côte d'Ivoire. Cependant, cette rencontre à elle seule est-elle suffisante pour permettre à la Côte d'Ivoire de tourner définitivement la page de 10 années de crise post-électorale? C'est un sujet que nous allons aborder ce soir. Autre point qui sera abordé, c'est la levée du mandat de la CPI visant Mme Simone Eivé Gbagbo. Un mandat jugé inapproprié par la Cour pénale internationale en raison de l'acquittement de Laurent Gbagbo. Que va faire Simone Gbagbo? A-t-elle un avenir politique? Ce sont des questions que nous aborderons ce soir avec nos invités que voici. Nous avons donc Baudouin Yapo, député suppléant RHDP à Zaguié. Bonsoir, honorable, bonsoir, et bienvenue sur ce plateau. Juste à ma gauche, nous avons Amand Béranger, qui est le vice-président national de la JPDCI estudiantine et scolaire. Bonsoir et bienvenue sur ce plateau également. Nous avons Dr Kwasi Raphaël, vice-président du FPI, chargé du district de la vallée du Bondamant. Bonsoir. Bonsoir, madame. Et bienvenue sur ce plateau. Merci, et nous avons Sylvain Nguessan, sinon docteur Sylvain Nguessan, qui est analyste politique. Bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir, madame. Et la dernière personne que je vais présenter est Francis Benelus Kofi, qui est le président national de la jeunesse en charge des mouvements de soutien RHDP. Encore une fois de plus, bonsoir messieurs. J'ai oublié l'asthme, je ne vous ai pas présenté. Vous êtes le secrétaire exécutif de la jeunesse EDS. Bonsoir Blaise Lasme. Bonsoir madame. Et bienvenue sur ce plateau. Voilà. Merci. Tout le monde est donc présenté. Bonsoir messieurs et merci d'avoir répondu à notre invitation. Pour commencer, je vous propose cet élément de la rédaction. Il s'agit d'un retour sur cette rencontre symbolique, rencontre historique du mardi 27 juillet en Côte d'Ivoire. C'est quelque chose qui est vraiment bon. C'est une bonne chose de voir l'ex-président Laurent Gbagbo et puis son frère Alassane se réconcilier. Ça permettra aussi à la jeune génération que nous sommes de pouvoir vraiment se réconcilier. Nous avons besoin vraiment de paix et de réconciliation. Selon moi, cette rencontre avec l'ex-président ivoirien et le président actuel va vraiment harmoniser, rejoindre les deux bords des différentes idéologies qu'avaient les Ivoiriens. Et ça va faciliter la réconciliation en un mot. Il y a réconciliation et puis c'est très bien. Je suis heureux. C'est vraiment une bonne nouvelle. Le président Ado reçoit le président Gbagbo. Vraiment, c'est une bonne nouvelle. C'est que la réconciliation va revenir en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire était la Côte d'Ivoire parce que les Ivoiriens ils s'attendaient. Hein, les fils et filles de Côte d'Ivoire ils vivaient en harmonie. Ça fait vraiment plaisir, mais que cela soit sincère. Et puis j'aimerais dire aux deux parties d'essayer de calmer les partisans. Parce que je pense qu'entre les deux présidents, il n'y a pas vraiment de problème. Je pense qu'il doit passer le flambeau à une nouvelle génération. Parce que vraiment les deux sont à un âge vraiment beaucoup avancé. Voilà, retour donc sur ce plateau et comme élément, on avait plutôt la réaction des Ivoiriens face à cette rencontre historique du mardi 27 juillet. Donc tout le monde est d'accord sur la symbolique de cette rencontre, sur le fait que c'est une rencontre historique. Cependant, ce qui tranche un peu, ce qui a surpris un peu, c'est la convivialité de cette rencontre, la fraternité entre le président Alassane Ouattara et son prédécesseur Laurent Gbagbo. On se pose la question de savoir, finalement, je vais commencer par vous, docteur Sylvain Nguessan, ont-ils fait semblant? Étaient-ils sincères? Merci. Bon, on va donner une chance à cette rencontre. Hein. Donc, on va tous aller dans le sens. On va tous être affirmatifs pour dire qu'ils sont sincères, qu'ils étaient de bonne foi, que ce n'était pas une scène théâtrale, en attendant, bien sûr, d'avoir les résultats de cette rencontre-là. Parce qu'à court terme, je crois savoir, même si c'est là à prendre avec des pincettes, mais les journaux ont affirmé que le président Laurent Gbagbo aurait émis une liste de prisonniers politiques
de la crise post-électorale de 2011 et aussi de la crise de 2020. Les militaires emprisonnés depuis 2011 au président Alassane Ouattara, de sorte à peser, puisque la Constitution donne le pouvoir également de les gracier, de sorte que ces prisonniers-là puissent retrouver la liberté. Bon, on se met à rêver. Et étant habitué depuis l'époque du président Félix Houphouët-Boigny à voir cette période de grâce la veille de la fête de l'indépendance, donc la fête de l'indépendance est dans moins d'une semaine, on attend de voir le 6, le 7 août, ce que le président Alassane Ouattara fera de la requête du président Laurent Gbagbo. De toute façon, dans leur discours de fin de rencontre, le président Gbagbo a demandé officiellement au président Alassane Ouattara de peser tout son poids pour que ces prisonniers-là soient libérés. Donc le 7 août, on verra un peu ce qu'il en est de la suite à accorder à cette rencontre. Si le président Alassane Ouattara accepte de libérer ces prisonniers politiques ou alors une grande partie de ces prisonniers politiques, on dira que la machine est vraiment sur les rails. Mais si rien n'est fait et que la requête du président Laurent Gbagbo n'a pas eu de suite favorable, on se dira que bon, c'est du surplace, rien n'a changé, il y a eu juste des souris, mais on attend de voir que véritablement cela débute. Donc, à mon avis, sans forcément vouloir imposer un rythme au président de la République, mais le 7 août nous situera sur la sincérité de la rencontre du 27 juillet. En attendant donc le 7 août pour savoir en fait ce que vous venez de dire, Blaise Lasme, quel est votre commentaire sur la rencontre? Bon, c'est une rencontre qui est heureuse et qui a plu aux Ivoiriens au vu des réactions que nous avons pu entendre. Vous savez, dans la plupart des pays, le leadership de la réconciliation est porté par le président de la République, par le chef de l'État. Mais dans notre pays, ce leadership a été porté par l'opposition. L'opposition a demandé un dialogue, l'opposition a été demandée de la réconciliation. Dieu merci, le chef de l'État, Alassane Ouattara, il faut le remercier pour cela, a accepté cette main tendue de l'opposition. Pour vous donc, en acceptant de recevoir Laurent Gbagbo, le président Alassane Ouattara est en train de répondre à l'appel lancé par l'opposition? À l'appel lancé par l'opposition à Daouko, un appel au dialogue, un appel à la paix et un appel à la réconciliation. Donc, le chef de l'État a cédé à cette demande de l'opposition et il faut lui dire merci. Il faut lui dire merci. Mais en même temps, ce que j'ai pu percevoir comme acte fort ou symbole fort de cette rencontre-là, c'est la grandeur de l'homme Laurent Gbagbo. Vous savez, 2011, nous sommes contemporains. En 2011, il a été bombardé pendant 10 jours. Il a été déporté à Kouogo. Il a été déporté à La Haye. Il a vécu un procès difficile avec 82 témoins. Il n'a pas eu besoin de présenter des témoins, mais il est sorti libéré, il est sorti blanchi. Il aurait pu revenir avec la haine dans le cœur parce qu'il a passé 10 ans inutilement en prison. Il aurait pu revenir avec des ressentiments. Mais Laurent Gbagbo est revenu le cœur blanc. Et il a offert à la Côte d'Ivoire son amour, il a offert à Alassane Ouattara son sourire. Vous savez, j'ai beaucoup lu, j'ai essayé de me documenter. J'ai essayé de comparer Mandela à Laurent Gbagbo. Mais je pense que Laurent Gbagbo, c'est un ton au-dessus. Parce que Mandela a été libéré par De Klerk. De Klerk n'est pas celui qui a mis Mandela en prison en 1962. De Klerk est un héritier du pouvoir de l'apartheid. Mais Laurent Gbagbo a traité directement avec son bourreau d'hier et lui a offert son amour. Et c'est de bon augure pour la Côte d'Ivoire. On vous permettra de développer cela tout à l'heure. Juste le temps de me tourner vers l'honorable Baudouin pour justement commenter non seulement cette rencontre, mais ce que dit Blaise Lasme quand il dit que le président Alassane Ouattara répondait donc à l'appel lancé par l'opposition en parlant de réconciliation. Oui, écoutez, je voudrais dire que le président Alassane Ouattara, bien évidemment, a reçu M. Gbagbo Laurent, mais ce n'est pas une réponse à un quelconque appel donc, de l'opposition, parce que l'opposition a fait un appel pour un dialogue national qui ne veut pas dire effectivement un dialogue politique. Il faut que, à partir de cet instant, les gens arrêtent effectivement de tromper la vigilance des Ivoiriens. Ce serait vraiment de la manipulation quand on dit que le RHDP, avec donc, la réaction de son directeur exécutif, le ministre Adam Bitogo, n'admet pas un dialogue politique. Expliquez-nous. Oui, parce qu'il y a une différence entre un dialogue politique et un dialogue national. Vous savez, on parle de dialogue national. J'étais ici quand même à l'émission dernière, je l'ai dit, qu'un dialogue national, ça sonne une conférence nationale. Quand le pays sort effectivement des situations difficiles, où les institutions ne fonctionnent pas, où la République est à terre, on parle de dialogue national. Mais dans ce cadre, en l'état actuel des choses,
Et on ne parlerait pas du dialogue national, mais du dialogue politique, parce que depuis, vous le constatez, avec les premiers ministres qui se sont succédés, il y a eu effectivement des discussions politiques qui se sont déroulées avec le président Alassane Ouattara, donc avec les premiers ministres, donc sous la conduite du président Alassane Ouattara. Donc on ne peut pas dire que c'est une réponse, cette rencontre. Mais ce qu'il faut dire de cette rencontre, il y a eu des évolutions considérables. Premièrement, M. Gbagbo Laurent, qui, devant le président Alassane Ouattara, dira président, même quand par lapsus il a dit Alassane, il s'est rattrapé, il a dit président. On vous permettra de développer cette idée. On va juste aller au récap. L'élément est prêt. Vous vous souvenez, c'est ce récap qui nous permet donc de bien situer le cadre de notre intervention, de notre débat de ce soir. Le retour de l'ancien président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, son pays, après son acquittement par la CPI, était perçu comme le maillon manquant qui venait compléter les efforts de réconciliation en cours. Mais un mois après son arrivée en terre ivoirienne, notamment le 17 juin dernier, les Ivoiriens ont été gagnés par le doute. La prise de parole de l'ancien prisonnier de la haie à Daoukro, lors d'une visite au président du PDCI, a ravivé les tensions. Réaction immédiate du directeur exécutif du RHDP. Et c'est reparti, les invectives et propos vindicatifs ont fusé de toutes parts. Cette violence verbale, si bruyante qu'elle aurait pu réveiller les vieux démons. C'est le Conseil des ministres du 21 juillet qui va redonner l'espoir aux Ivoiriens. La seule chose que je peux vous dire, c'est que oui, il y a eu un contact et que le président Ouattara recevra donc M. Gbagbo Laurent le 27 au palais de la présidence ici. Mardi 27 pour être précis. L'annonce de cette rencontre historique entre les frères ennemis est largement reprise par les médias et les réseaux sociaux. En attendant la date du 27 juillet, date de la rencontre de tous les espoirs, les invectives ont aussitôt fait place au bon ton, tant chez les partisans de Laurent Gbagbo que ceux du pouvoir. Mardi 27 juillet 2021, jour J, l'esplanade du Petit Palais de la Présidence grouille de journalistes. 18h25, le véhicule transportant l'ex-chef d'État, Laurent Gbagbo, gare. À l'accueil, le président Alassane Ouattara. Après une chaleureuse accolade et échange de gentils mots, va suivre un entretien d'environ 1 heure. Je suis venu rendre visite au président Alassane Ouattara. On a parlé fraternellement, amicalement, et je suis très heureux de cette discussion que nous avons eue. Je suis très heureux parce qu'elle était très détendue. Et je suis fier de ça. Je suis fier de ça. J'ai souhaité que de temps en temps, on puisse avoir ce genre d'entretien qui détendent l'atmosphère dans le pays. Le peuple de Côte d'Ivoire, qui attendait cela avec beaucoup d'impatience, maintenant c'est chose faite. Et je voudrais que nous puissions nous féliciter d'avoir eu cette rencontre qui a été cordiale et fraternelle. Parce que Laurent est mon jeune frère, est mon ami. Bien sûr, il y a eu cette crise qui a créé des divergences, mais cela est derrière nous. Ce qui importe, c'est la Côte d'Ivoire, c'est la paix pour notre pays. C'est, comme dit Laurent, pour nous avancer, aller de l'avant, pour bien sûr nous-mêmes, pour les prochaines générations. Nous avons parlé bien sûr de la paix pour notre pays, la nécessité de renforcer la cohésion nationale, de continuer de renforcer la réconciliation. Nous sommes convenus aussi de nous revoir de temps en temps, certainement après donc, le mois d'août. Nous avons décidé que c'était important de rétablir la confiance et de faire en sorte que les Ivoiriens se réconcilient, si c'est cela le terme important, mais se fassent confiance également. Les deux hommes affichent une étonnante complicité. Les Ivoiriens qui ont suivi cette paix des braves ont été soulagés. C'est une bonne chose de voir l'ex-président Laurent Gbagbo et puis son frère Alassane se réconcilier. Ça permettra aussi à la jeune génération que nous sommes
de pouvoir vraiment se réconcilier. C'est vraiment une bonne nouvelle. Le président Ado reçoit le président Gbagbo. Vraiment, c'est une bonne nouvelle. C'est que la réconciliation va revenir en Côte d'Ivoire. Ça fait vraiment plaisir, mais que cela soit sincère. Se rencontrer déjà, ça veut dire qu'il y a une ouverture de part et d'autre. Donc cela présage quand même quelque chose d'intéressant. Voilà, donc pour moi, je me dis que c'est une bonne chose pour la cohésion sociale. Le président Alassane Ouattara a annoncé des rencontres régulières qui pourraient être élargies à d'autres personnalités politiques. De l'avis de plusieurs observateurs de la scène politique ivoirienne, la paix et la réconciliation en Côte d'Ivoire dépendent en grande partie des principaux leaders politiques qui font la pluie et le beau temps. Voilà, on vous laisse donc terminer votre intervention. Laurent Gbagbo donc reconnaît pour vous, effectivement, en disant monsieur, en disant le président Alassane Ouattara. Le président de la République du Côte d'Ivoire, et que encore une autre évolution, c'est que il n'a pas parlé de prisonniers politiques. C'est ce qu'il faut dire à M. Sylvain. M. Gbagbo n'a pas parlé de prisonniers politiques. On dit M. Nguessan. M. Sylvain Nguessan, merci. C'est quand même votre prénom. Un prénom pas suivi d'un monsieur Gbagbo n'a pas parlé de prisonniers politiques, il a dit tout court prisonniers. Donc c'est une évolution. Il faut dire que ces personnes qui sont en prison, ils sont parce qu'effectivement, ils ont commis des actes qui sont punissables. On y reviendra. Docteur Kwasi Raphaël, oui, votre commentaire déjà de cette rencontre. Merci infiniment. Il y a une série de symboles que l'on attache à cette rencontre. Pour notre part, nous voulons tout simplement mettre en exergue deux symboles. Le symbole du pardon et celui de la réconciliation. Le pardon est d'essence divine et il est attaché également au pardon le mythe humain de la résilience. Et c'est Voltaire qui va le dire, et dit « Puissent les hommes reconnaître qu'ils sont frères entre eux ». Cela est fondamental. Quelles que soient les convictions auxquelles vous êtes attachés et l'activité que vous menez, à un moment donné, il faut que vous reconnaissiez que ce soit chez l'un ou l'autre, vous partagez les mêmes valeurs humaines sur la base desquelles vous construisez d'abord vos convictions et ensuite vos actions. Il y a également la dimension historique, politique et sociale au niveau de cette rencontre. La dimension historique, c'est qu'à un moment de l'histoire, on retiendra que celui à qui l'on a fait du tort pendant une décennie entière, tout à l'heure, M. Lass me l'a dit, la preuve qu'on lui a fait du tort, c'est qu'il a été acquitté. Il s'agit du président Laurent Gbagbo. Il arrive dans le pays, peut-être qu'il aurait pu rester en exil. Il arrive chez lui. Et au lieu de dire qu'on vienne pour le saluer, pour certainement atténuer son malheur et le ramener de façon plus douce dans la République, lui-même, il esquisse des pas pour aller voir le président de la République pour le saluer. Et donc, nous voyons que dans ce mythe humain de la fraternité, de la résilience, il fait preuve de grandeur. Et l'histoire retiendra cela. Et c'est pour cela que je parle de la dimension historique. La dimension sociale, ou si vous voulez, on passe par la dimension politique, c'est que cela rejaillit sur l'ensemble des acteurs de la vie sociale et politique qui sont comme branchés à ces deux personnes et qui ne vivent que par elles. Et la dernière chose, c'est que socialement, bien entendu, cela va détendre l'atmosphère et permettre à toutes les personnes qui se regardaient en chien de faïence de vivre une nouvelle amitié, celle qui existait hier et par laquelle les Ivoiriens étaient heureux. Alban Béranger, votre commentaire de la rencontre? Bien. Comment elle a été vécue, cette rencontre, au niveau du PDCI ou de la JPDCI? Bien, merci madame. Je voudrais dire que le président Bédié, avec le PDCI, appelait de tout leur vœu à une réconciliation depuis, et même à un dialogue national. J'entends le frère Yapo dire que bon, on n'a pas besoin de dialogue national, il faut un dialogue politique. Tout ça, c'est des termes à distraire l'opinion. Voyez-vous,
un pays qui a été déchiré depuis 2002 jusqu'en 2011 pour atteindre son point culminant. Le président Alassane Ouattara, qui vient au pouvoir dès 2011, aujourd'hui nous sommes en 2021, la réconciliation n'est pas encore effective. Il y a des cœurs meurtris. Il y a des prisonniers politiques qu'il faut libérer. On reviendra sur la question des... Je termine, madame. Oui, je vous laisse terminer rapidement. Et mieux, le président Alassane Ouattara lui-même reconnaît que la réconciliation n'est pas atteinte, n'est pas effective, n'est pas réelle. Qu'est-ce qui vous permet de dire ça? Ce qui me permet de dire ça, c'est que dans son gouvernement, il existe un ministre de la réconciliation nationale, à moins que ce ne soit du folklore. Alors, continuons donc sur cette rencontre. Je vais rester avec vous, vu que vous êtes du PDCI. Est-ce que vous avez eu le sentiment qu'en allant rencontrer le président de la République, Laurent Gbagbo, était en train donc de tourner dos au PDCI? Non, pas du tout. En concertation avec le président Henri Konan Bédié, il fallait que le président Laurent Gbagbo vienne voir son frère aîné, le président Alassane, afin qu'ensemble, ils puissent quand même échanger et trouver une solution. Voyez-vous, le pays, là, il nous appartient tous. Certains n'ont pas le souci de le préserver du danger, et d'autres, oui. Mais sachant qu'ensemble, nous sommes condamnés à vivre. Et donc, nous sommes condamnés à créer un climat de paix. De sorte que les Ivoiriens puissent vaquer à leurs occupations, vivre décemment. Merci, on vous a bien compris sur ce sujet. J'aimerais donc revenir sur la question de la libération des prisonniers. Voici ce que le président Laurent Gbagbo donc a dit. J'aimerais que le président fasse tout ce qu'il peut pour libérer les personnes qui ont été arrêtées au moment de la crise de 2010-2011. Donc, parlant de cette libération des prisonniers, je vais me tourner vers vous, Francis Benelux, pour vous demander, est-ce que vous pensez que c'est une demande à laquelle le président Alassane Ouattara va accéder? D'abord, je voudrais saluer la rencontre des deux grands, la rencontre du président Alassane Ouattara et de l'ex-président Laurent Gbagbo. C'est véritablement une rencontre qui pourrait décrisper donc l'atmosphère politique en Côte d'Ivoire et une symphonie donc politique qui devrait en principe permettre aux uns et aux autres de comprendre que nous devons aller résolument à la construction de la Côte d'Ivoire et au travail, au progrès de la Côte d'Ivoire. Certaines personnes qui intervenaient tout à l'heure sur le plateau ont indiqué la grandeur de l'homme Laurent Gbagbo, oui, mais il faut que nous soyons humbles. À comparer Laurent Gbagbo à Nelson Mandela, je pense qu'il faut quand même être humble. Ils ont également souligné un certain nombre de choses. Dit que Laurent Gbagbo a été acquitté, cela ne signifie pas absolument qu'il n'y a pas eu exaction sur la vie des hommes en Côte d'Ivoire. Nous rappelons que 2010, c'était hier. Nous étions tous en Côte d'Ivoire et nous avons été tous témoins de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Il ne faut pas que nous ayons des mémoires de coq, mais la CPI acquitte Laurent Gbagbo qui rentre en Côte d'Ivoire. C'est un grand pas, certainement, vers la consolidation de la réconciliation. Je dis bien consolidation des acquis de la réconciliation. Nous sommes toujours en train de travailler sur cette question. Et au sortir donc de la rencontre avec le président de la République, le président Laurent Gbagbo, l'ex-président Laurent Gbagbo a fait des requêtes. Je pense qu'il appartient à la justice ivoirienne d'analyser en profondeur. Des requêtes qui ont été adressées au président Alassane Ouattara. Bien entendu, ces requêtes ont été adressées au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Mais je pense que nous sommes dans un balai diplomatique, nous sommes dans un balai politico-judiciaire. Et il va s'agir pour le président de la République d'analyser en profondeur donc, cette requête, mais également au pouvoir judiciaire d'apprécier les conséquences subsidiaires. Blaise Lasme, vous voulez réagir? Ce que je veux dire est simple. Je pense qu'il faut aller à la désescalade en Côte d'Ivoire. Vous savez, depuis 2011, des pères de famille sont enfermés. Récemment,
Justin Kwa, Aguédé Paulin, Baye Diaoui ont été incarcérés. Tout à l'heure, le député suppléant a dit qu'ils ont commis des actes qui ont justifié leur incarcération. Mais s'il n'y a pas procès, rien ne justifie ou bien rien ne prouve la commission de ces actes. Or, jusqu'à présent, Justin Kwa n'a pas été jugé, Aguédé Paulin n'a pas été jugé, donc je ne sais pas sur quoi ils se basent pour dire qu'ils ont commis ou bien ils auraient commis certains actes. Je pense qu'il faut abandonner ces discours qui ne sont pas productifs. Il est temps de bâtir la cohésion sociale. Il ne faudrait pas qu'ils aient peur d'avancer dans la réconciliation. Il ne faudrait pas qu'ils aient peur d'avancer dans le fait de bâtir une nation. Vous savez, Laurent Gbagbo qui vient, qui adresse la doléance, je pèse les mots, je dis doléance à M. Ouattara, c'est parce qu'il a le souci de la cohésion sociale. On ne peut pas bâtir quand il y a des gens qui sont en prison. On ne peut pas bâtir quand des épouses, des enfants sont dépourvus de la présence paternelle. Donc je pense qu'il faut avancer. Et c'est ce que Laurent Gbagbo essaie de faire. Et j'insiste pour remercier le chef de l'État d'avoir accepté la main tendue de l'opposition. Mais au-delà de la symbolique, nous attendons son discours du 6 août et nous espérons que le chef de l'État ira plus loin que les actes symboliques pour permettre à la Côte d'Ivoire de pouvoir pousser un ouf de soulagement et de pouvoir bâtir le point d'achoppement d'une Côte d'Ivoire nouvelle. Le point de départ, pardon, d'une Côte d'Ivoire nouvelle. Amand Béranger. Bon, le PDCI salue cette rencontre. Voyez-vous, notre arme principale, c'est le dialogue. Et si vous suivez bien l'actualité, après la désobéissance civile, lorsque le président Bédié et le président Ouattara se sont rencontrés au Golfe, le président a lancé ce vaste mouvement qui devrait avoir lieu, qui devrait inspirer tout Ivoirien, tout leader politique, afin qu'on puisse se parler. La question, c'est de savoir si vous pensez que le président Alassane Ouattara va donc accéder à cette demande de libération des prisonniers. Bon, ça, c'est à lui de décider. Pour l'instant, nous lui accordons le bénéfice du doute. Et donc, nous pensons, nous espérons qu'il fera le pas. Car pour obtenir la réconciliation, un pas n'est pas de trop, qu'il aille au-delà de ce qu'on lui demande. OK. Donc, je vais donc avancer dans le débat. Une liste de prisonniers a été rendue publique, une liste rendue publique par des proches de l'ex-président Laurent Gbagbo, selon qu'on a appris et selon que Dr Sylvain Nguessan le disait. Ce qui surprend, c'est que sur cette liste, on note la présence d'un proche de Guillaume Soro. Alors la question est, est-ce une erreur, est-ce une stratégie de rapprochement ou est-ce que finalement on prend en compte tous les prisonniers? Parce que dans sa requête, Laurent Gbagbo parlait des prisonniers de la crise post-électorale. Je me tourne vers Blaise Lasma. Vous voulez réagir, docteur? Vous pouvez, allez-y. OK. Bon, venant de Laurent Gbagbo, ce n'est pas surprenant quand même. Hein. D'accord. On peut reprocher beaucoup de choses à Laurent Gbagbo, et moi je lui en reproche à longueur de journée, mais quand même connaissant, ayant observé l'homme depuis quand même les années 90, son ouverture d'esprit n'est plus à démontrer. Étant président de la République, le président Laurent Gbagbo a permis à plusieurs cadres de l'opposition d'aller se faire soigner à l'extérieur et de faire soigner leur famille. Bon, on ne citera pas les noms parce que bon. Donc, que le président Laurent Gbagbo mette les noms des proches de M. Soro Guillaume, de M. Henri Konan Bédié, ça pour moi, le président Laurent Gbagbo comprend aujourd'hui que la Côte d'Ivoire qui est abattie devrait être la résultante de la confiance entre les principaux leaders, dont le président Bédié, le président Ouattara, le président Gbagbo lui-même et aussi M. Guillaume Soro. Tant qu'une partie de ces 4 leaders, qu'on le veuille ou pas, la Côte d'Ivoire, le champ politique ivoirien est ainsi structuré. Qu'on le veuille ou pas, nous dépendons du climat relationnel entre ces 4 leaders. Si le président Ouattara accédait à la doléance ou à la requête faite du président Laurent Gbagbo, ça nous épargnerait vraiment une certaine parenthèse que je n'ai pas envie de décrire. Faute de quoi, certains seront dans leur camp, ou alors l'opposition peut-être, je dis bien peut-être, pourrait être amenée à utiliser des moyens constitutionnels, dont des marches, des sit-ins. On pourrait quand même faire l'économie de ces choses-là. Et organiser des marches, ce n'est pas interdit par la Constitution. Organiser des sit-ins, ce n'est pas interdit par la Constitution. Organiser des grèves de la faim, ce n'est pas interdit par la Constitution. Nous avons besoin de stabilité. Je vais faire une large ouverture. D'accord.
Quand vous lisez, nous avons été évalués dernièrement par l'agence de notation Fichte, qui, véritable, la Côte d'Ivoire a été très bien évaluée suite à l'arrivée du président Laurent Gbagbo avec le climat social qui a apaisé. Quand vous lisez également le rapport de l'agence de notation française, COFAS, compagnie française pour le commerce extérieur, le centre de gravité de leur analyse, c'est qu'elle deviendra la Côte d'Ivoire si elle ne parvient pas à résoudre le problème de la réconciliation. Tant que ce problème ne sera pas résolu, la Côte d'Ivoire est assise sur une poudrière qui peut exploser à tout moment. Ajoutons-y la menace terroriste. Ça fait un peu trop pour ce petit pays qui est la Côte d'Ivoire, un pays pauvre qui ne pèse rien sur la planète géopolitique. Donc nous avons intérêt à taire les petites questions d'ego, de personnes. Non, dialogue politique, c'est dialogue national. Non, ce n'est pas prisonnier politique, c'est des prisonniers. Non. L'enjeu est tel qu'aujourd'hui, il faut taire ces petites questions d'ego, ces petites questions de personnes. Et le président Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo, qui n'arrivaient pas à se supporter en photo. Je parie que chez le président Alassane Ouattara, il n'y a pas de photos de Gbagbo. Il ne pouvait pas supporter ça. Le président Gbagbo également ne pouvait pas supporter chez lui. On accepté de se rencontrer, de se sourire. Le président Alassane Ouattara a eu le temps de revenir un peu sur les funérailles de la maman de Gbagbo, tout ça. C'est assez fort quand même. Donnons-leur cette chance-là. Taisons les petites questions, les petits intérêts à manger, à boire. Laissons tout ça, pensons à l'intérêt supérieur de la nation. Si ces gens-là sont libérés demain et que le cœur des uns et des autres, les différentes formations politiques sont apaisés, vous allez voir que nous allons rentrer dans une phase de stabilité, de paix durable. Et la Côte d'Ivoire a gagné, sortirait grandement gagnante. Docteur Kwasi Raphaël. Merci infiniment. Il y a le deuxième symbole que nous n'avons pas eu le temps de développer, c'est le symbole de la réconciliation. Et ce symbole de la réconciliation doit se construire autour de l'égalité qu'on fait entre tous les citoyens. Et lorsque un homme politique est parvenu au stade de chef de l'État, je pense que tous les citoyens sont d'égale valeur devant lui. Et c'est pour cette raison que, lorsque vous avez posé la question de savoir tout à l'heure, que vise le président Laurent Gbagbo en mettant sur sa liste un proche de Soro Guillaume, je voudrais dire qu'il manifeste là sa grandeur d'homme politique à l'échelle de la nation entière ayant dirigé le pays. Je voudrais dire... Vous n'y voyez pas une stratégie de rapprochement avec... Non, je crois que le fait de mettre le nom d'un seul individu sur une liste de personnes à libérer ne peut pas signifier d'emblée que c'est une stratégie de rapprochement. Je crois qu'il y a des stratégies politiques un peu plus profondes qui permettent de faire cette analyse-là. Voilà. Et je voudrais dire que nous sommes dans une symphonie, pour emprunter tout à l'heure le mot qu'a employé l'autre collègue sur le plateau. Nous sommes dans une symphonie et nous souhaitons que cette symphonie soit achevée. Et là, il faut qu'on passe par les véritables étapes de la réconciliation pour que les signes que nous apercevons à travers cette rencontre soient des signes qui aboutissent, comme l'optimisme nous le laisse supposer, à des résultats qui soient palpables et meilleurs pour les Ivoiriens. Francis Benelux, Kofi. Bien, merci. Ce que je voudrais ajouter, c'est que la réconciliation elle-même est une œuvre permanente. Nous sommes ici tous en Côte d'Ivoire, nous sommes d'accord que les Ivoiriens sont en phase, ils vivent ensemble, en symbiose. Moi, je reçois chaque jour la jeunesse du PDCI, Amand, il est là, Béranger, il le sait. Mais nous sommes totalement réconciliés entre nous Ivoiriens. Le dialogue national également dont les gens parlent, moi je ne parlerai pas de dialogue national, mais le dialogue politique. Vous voulez dire que la Côte d'Ivoire est réconciliée? Absolument. Absolument, la Côte d'Ivoire est réconciliée. Moi, la jeunesse du FPI, Lia Ferdinand notamment, je suis tout le temps en relation avec lui. Valentin Kwasi, Innocent Yao. Nous échangeons tous les jours. Mais au-delà de nous, personnalités politiques, mais je pense que les Ivoiriens se parlent. Les Ivoiriens sont réconciliés. Se parler, est-ce qu'ils sont réconciliés? Mais madame, le problème en Côte d'Ivoire, c'est quoi? C'est qu'il y a une partie des Ivoiriens qui continue de récuser le fait que le président Alassane Ouattara est le président de la République de Côte d'Ivoire. Il y a une partie des Ivoiriens qui se font appeler Gore, pour qui, en dehors de Laurent Gbagbo, il n'y a pas d'homme politique susceptible donc de diriger la Côte d'Ivoire. Et c'est ça qui crée le débat. C'est cela qui crée le débat. Et tant que nous n'aurons pas compris que nous devons nous inscrire dans le respect de la légitimité et de la légalité du pouvoir du président de la République qui a été élu par l'ensemble des Ivoiriens,
nous ne sortirons pas de cette tanière-là. Beaucoup de personnes veulent réagir. Le président Alassane Ouattara continue. Il n'a jamais d'ailleurs rompu le dialogue entre lui et son aîné Henri Konan Bédié. Il n'a jamais rompu le dialogue entre lui et Laurent Gbagbo, à travers donc les canaux que sont ses représentants au niveau donc du parti DFPI, du parti aussi bien d'Afin Guessan et d'Assoadou. Vous avez vu que les différents premiers ministres qui se sont succédés ont continué à entretenir donc le dialogue politique pour faire en sorte que la Côte d'Ivoire retrouve donc, n'est-ce pas, la paix, la paix que nous recherchons tous. Je vais juste donner la parole à l'honorable Baudouin rapidement. Oui, madame, la réconciliation est un processus. Vous voyez, on a tous vécu 2011. Pour une guerre aussi violente comme celle de 2011, mais les conséquences ne pouvaient pas être autre chose que ce que nous avons connu. Est-ce qu'on s'interroge souvent, et si le camp Alassane Ouattara perdait la guerre? Et si c'était le camp Alassane Ouattara qui perdait la guerre? Aujourd'hui, mais la situation a évolué. Vous voyez, M. Gbagbo, il est à Abidjan. Le président Alassane Ouattara, début 2011, il a consenti de gros efforts. Des exilés sont rentrés, des prisonniers sont sortis, des avoirs sont dégelés. Mais de quoi on parle? Le ministère de la Réconciliation, pour le dire, n'a pas une mission d'organiser des conférences nationales. Comme si, effectivement, nous n'avons pas d'institutions dans le pays. Le ministère de la Réconciliation nationale a pour mission d'entretenir des rapports en permanence avec les partis politiques, avec les forces politiques, mais aussi bien avec la société ivoirienne. Donc, sa mission, ce n'est pas d'organiser des conférences nationales. Mais c'est qu'il faut préciser que le 11 avril 2011, mais le président Alassane Ouattara a préservé la vie de M. Gbagbo et de sa famille. Les gens oublient ça. Et quand on parle, ils diront Dieu, mais écoutez, on a vu le général Guy Robert, il n'a pas eu cette chance. Des gens ironisent que le président Alassane Ouattara a escaladé un mur, mais c'est parce qu'il y avait des tueurs qui étaient effectivement à cette trousse. C'est ces choses qu'il faut préciser aux gens. On va permettre donc à M. Sylvain Guessan, qui voulait réagir. Je suis quand même surpris d'entendre certaines choses sur ce plateau. D'accord. La CPI n'a pas libéré le président Laurent Gbagbo venu consolider la paix en Côte d'Ivoire. Non, non. M. Laurent Gbagbo a été acquitté parce qu'il n'y avait pas de preuves contre lui. Que cela soit su et que cela soit reconnu par tous. Un. Deux. La réconciliation en Côte d'Ivoire n'est pas une affaire des partis de Garba entre jeunesse du PDCI, RHDP et FPI. C'est plus profond que ça. C'est plus fondamental que ça. Ça, c'est de deux. De trois, quand on parle de réconciliation nationale, si on avait le temps, on aurait donné un coup de magistrat sur la réconciliation nationale. Il y a 4 piliers fondamentaux quand on parle de réconciliation. Un, le devoir de vérité. On n'a jamais eu le résultat de l'enquête du Bani. De deux, le devoir de justice. Il n'y a qu'un seul camp qui a été poursuivi en Côte d'Ivoire. On a vu la célérité avec laquelle l'enquête contre M. Laurent Gbagbo a abouti. Et 10 ans après, il n'y a pas eu de résultat contre l'autre camp dans les enquêtes de la CPI. De deux, trois, les réparations apportées aux victimes. Absolument. Quelles sont les victimes qui ont bénéficié des réparations? 4, les réformes à apporter. Les principaux faiseurs de la guerre de 2002 à 2011 qui ont été promus dans l'armée nationale qui dirige l'armée nationale. Voici des réformes apportées. Quand on parle de réconciliation, il ne s'agit pas de dire que j'ai mangé Garba avec... Non, c'est plus profond. Si on prend en compte donc ces 4 piliers que vous venez de citer, à quel niveau évaluons-nous donc la réconciliation en Côte d'Ivoire? On ne sait même pas encore ce qui s'est passé pendant cette guerre. Donc il n'y a pas eu de dialogue vérité? On ne sait pas ce qui s'est passé, il n'y a pas de vérité. D'accord. Qui a eu les armes où pour payer, pour faire ceci, qui a attaqué qui? On ne sait pas. Et c'est dans ce contexte-là que le président Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara font violence sur eux de se rencontrer pour dégager la voie pour une Côte d'Ivoire nouvelle. Elle a salué, puisqu'il n'y a pas aujourd'hui en Côte d'Ivoire une institution assez forte pour porter sur elle le devoir de vérité. Pour dire véritablement, voyez ce qui s'est passé en 2002, voici d'où sont venus des armes, est-ce qu'il y a eu des mercenaires, est-ce qu'il y a eu des soutiens extérieurs, est-ce qu'il y a eu des acteurs extérieurs? Faut-il faire ressortir le rapport de la CDVR? Voilà, non, bon, je ne sais pas. Aujourd'hui, par la force des choses, nous avons 4 leaders assez forts qui arrivent à canaliser quand même le peuple ivoirien. Je pense pour ma part que si on met les 4 leaders que nous avons, les 3 que le président Laurent Gbagbo, le président Alassane Ouattara, le président Bédié et M. Guillaume Soro, qui appellent ne serait-ce qu'en 30 minutes à l'apaisement et à la paix, je crois que ça peut toucher beaucoup d'Ivoiriens. Madame Débat, quand Dr Nguessan dit qu'il n'y a eu qu'un seul camp qui a été poursuivi, il faut encore se poser la question, pour ceux qui sont constitutionnalistes,
Qui était président de la République en Côte d'Ivoire en 2010? C'est moi qui a été... Au sorti des élections de 2010, qui est sorti vainqueur de ces élections? Et donc la condition du quoi? S'il vous plaît. Madame, c'est la question qu'il faut se poser. Merci. On dit qu'il y a un seul qui a été poursuivi. On peut se poser la question de qui a été attaqué. On va vous donner le temps de Le président Alassane développer. Ouattara qui avait été attaqué. Permettons à Armand Béranger donc de développer votre idée. Il faut le dire. Voilà. Allez-y. Moi, je suis souvent... Ça m'amuse de voir mes camarades du RDR, parce que le RHDP, c'est... Là, c'est encore une... C'est pas, il est encore perdu dans les débats. Laissez-moi finir. Terminer. Vous n'avez pas la parole. Le RHDB, ça, c'est la poudre aux yeux. Ça, c'est le RDR. Voilà. Donc, ce que je veux dire, quand il dit que nous nous rencontrons, c'est vrai, nous sommes des hommes, on peut se rencontrer, mais qu'il n'insinue pas ici que nous partageons la même idéologie. Ça, il faut que ce soit clair. Et puis, quand vous dites qu'il y a la paix, monsieur, soyez conséquents. Vous mettez dans votre gouvernement un ministère de la réconciliation nationale. Et vous appelez les gens à croire au fait que tout va bien. Non, ça ne va pas. Sinon, un ministère ne se serait pas créé à part entière. Et votre ministre, donnez-lui du travail, il va aller sur le terrain. N'allez pas vous-même faire son travail. Docteur Kwasi-Raphaël, je vous permets de réagir avant de revenir sur la question donc, des victimes, parce que c'était ma prochaine question. Réagissez rapidement sur ce point. Oui, alors je voudrais dire que dans la réconciliation elle-même, elle doit s'appuyer sur, comme l'a dit Sylvain Guessant, deux situations majeures. D'abord, il faudrait qu'il puisse y avoir une réconciliation au niveau à la fois régional des peuples comme des individus. Et cette réconciliation-là va appeler à une réparation qui va se faire sous forme de rituels. Par exemple, des régions, des villes, des villages qui ont perdu assez de personnes voudront que, sur le plan culturel, qu'on puisse apporter un certain nombre d'éléments pour satisfaire certainement à l'esprit des mânes, pour apaiser la terre et permettre que leur existence puisse aller de l'avant. Nous sommes tous africains. Deuxièmement, au niveau collectif, il faut certainement des rituels expiatoires pour pouvoir remettre les Ivoiriens dans le contexte culturel où ils étaient. Et puis au niveau individuel, il faudra des réparations. Deuxièmement, et ça c'est l'un des aspects les plus importants, il faut se créer un cadre de vie, surtout au point de vue des institutions, qui soit consensuel. Pourquoi, chaque fois qu'il y a des consultations électorales, nous allons à la guerre? Pourquoi nous allons à la conflagration? Pourquoi nous allons à la violence? C'est parce que certainement, les tests qui nous régissent ne reçoivent pas le consensus de toute la population. Donc, il faut mettre les institutions, il faut mettre les tests dont la Constitution est la base cardinale que tout le monde connaît, sur des aspects, ces institutions-là et la Constitution, de telle sorte que le consensus puisse être porté au sein de la population et que l'État fonctionne de façon régulière comme un État républicain dont le fonctionnement ne génère pas de la violence, des querelles. Bien noté. Et autre chose. Bien noté. Blaise Lasme, je vous ai vu prendre beaucoup de notes. En fait, je suis un peu dépité par la qualité du débat. Je suis un peu blasé parce qu'on parle des choses sérieuses, on parle de la Côte d'Ivoire, qui nous tient tous à cœur. Mais on lance des mots à la volée, on parle pour s'entendre soi-même, c'est compliqué. Là, on a une tribune. NCI nous offre une tribune qui devrait nous permettre de pouvoir dégager des points de vue qui vont toucher nos bases et qui vont permettre de rebâtir la cohésion sociale à la base. Absolument. Donc nos propos doivent être mesurés, nos propos doivent être des propos qui rassemblent. C'est ça le rôle des leaders politiques. Bref, je vais revenir sur la liste des prisonniers politiques qui a été transmise par le président Laurent Gbagbo. Okay. Sur cette liste-là, au-delà de Soul to Soul, il y a Ndri Nassis, qui est le directeur de cabinet du président Henri Konan Bédié. Il y a Ange-Félix Ndakwi, qui est un membre du PDCI. C'est pour dire que ce n'est pas une posture stratégique, mais c'est une posture humaine et humaniste du président Laurent Gbagbo. Et il faut noter ça. Et c'est à l'image de Laurent Gbagbo qui a toujours été comme ça. De deux, le besoin de réconciliation, mais ça s'impose à nous. Madame, ça s'impose à nous. À chaque fois qu'il y a des élections, il y a des morts, il y a une spirale de violence. Dernièrement, ils ont coupé des têtes. Mais il ne faudrait plus qu'on revive ça. Et pour ne plus qu'on revive ça, il faut qu'on s'asseye et qu'on discute. Qu'est-ce qui fonde les désaccords profonds au point où à chaque fois qu'il y a une consultation électorale, on en arrive à la violence? Il faut qu'on en parle.
Qu'est-ce qui fonde cette violence-là? Vous avez des éléments de réponse? Mais bien sûr, mais ça commence par un dialogue. Ça commence par briser les murs de méfiance. Aujourd'hui, notre ami tout à l'heure, quand il parlait, dit non, le problème c'est que pour les Gors, si ce n'est pas Gbagbo qui est au pouvoir, non, ne fait pas une fixation sur la personne de celui qui dirige l'État. Mais on fait plutôt une fixation sur le besoin de bâtir un État de droit, un État de liberté où les différentes idées pourront s'entrechoquer sans qu'on puisse se faire emprisonner ou se faire tuer. C'est ça qui est notre leitmotiv et c'est ça qui est notre combat. Parlons donc de cette libération de prisonniers. C'est important à un moment donné de parler des victimes. Nous sommes en train de parler de la réconciliation. Dans les piliers définis par Sylvain Nguesson, donc il y a cette réparation. Quelle est la place des victimes? Je veux juste rappeler que le jour de la rencontre, il y avait cette manifestation, cette déclaration du président de la coalition des victimes. Honorable, comment on traite la question des victimes? Non, mais écoutez, il faut dire que nous savons qu'il y a eu des victimes en 2011. Malheureusement, les autres pensent qu'en 2011, ceux qui ont été... Les autres, c'est qui? Mais nos amis de l'opposition pensent que ceux qui ont été tués en 2011 sont des animaux. Et pour eux, il n'y a pas de victimes. Je n'ai jamais entendu effectivement un discours de M. Gbagbo dans ce sens. Et il a toujours voulu que ce soit dit qu'il est lui, donc une victime, et il revendique la chefferie de file des victimes, ce qui n'est pas juste. Il faut dire qu'il y a eu depuis 2012, avec la CDVR qui avait fonctionné, il y a eu des il y a eu un rapport justement de la CDVR qui n'a pas été rendu public. Oui, effectivement, ça a demandé à l'institution elle-même, mais qui a été dirigée par Chakona du PDCDA. Mais il faut dire qu'il y a eu des victimes de l'Ouest qui sont donc... il y a eu des victimes dans tous les camps. Aujourd'hui, comment on prend en compte la question, c'est qu'est-ce qu'on fait pour réparer donc le tort à ces victimes de tous les bords, hein. On parle des victimes de tous les bords. Comment ces victimes sont prises en compte, justement, dans cette réconciliation? Docteur Kwasi Raphaël. Oui, moi, je souhaiterais que nos amis, quand même, du RDR, du RHDP, pardon, puissent être, je veux dire, objectifs. Il y a eu deux camps qui se sont affrontés, dans le meilleur des cas. Il y avait le camp du président Laurent Gbagbo et celui du président Alassane Ouattara. Alors aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo est acquitté. Voilà. Et il se passe que dans l'autre Quel est le commentaire que vous faites de cet acquittement? L'acquittement, c'est qu'il est innocenté. C'est que les charges qui pesaient sur lui n'ont pas été des charges fondées. Et ça dit que et pour donc, vous... à partir de ce moment-là, lorsqu'il y a deux personnes qui sont en conflit et que ce que je vais certainement employer tout à l'heure, au lieu d'employer la maxime juridique qui est la présomption d'innocence, on a mis la présomption de culpabilité. C'est ce qui a valu toutes ces années de réclusion gratuite. Voilà. Une fois que l'on est convaincu que la personne n'a rien fait, en tout cas pour ce qu'on lui reproche, il faut qu'on regarde de l'autre côté, puisque ce sont les deux forces qui étaient en conflit. Si ce n'est pas une force qui est coupable, c'est que certainement c'est l'autre force. Mais au moins, il faut qu'on interroge l'autre force pour voir si la responsabilité ne veut pas être située. Oui, je voudrais attirer l'attention du docteur. C'est une insulte à la conscience collective que de dire que le président Laurent Gbagbo a été acquitté parce qu'il n'a tué personne. C'est une insulte à la conscience collective. Dites-nous. On ne va pas refaire le débat ici. Une chose est claire, Laurent Gbagbo a été acquitté. Dr Nguesson intervenait tout à l'heure, il a souligné 4 piliers qui devaient nous conduire donc à la réconciliation. Sans rejeter du revers de la main les autres piliers, je retiens 2 éléments importants. Oui. Le devoir de justice. Il a indiqué. Il a indiqué également la réparation. Parlons de ce devoir de justice. C'est du devoir de justice que Parlons de ce devoir de justice. La là. question que je voulais poser sur ce devoir de justice, c'est qui sont les personnes qui ont été poursuivies, qui ont fait l'objet de procédures judiciaires, ne serait-ce que pour savoir la vérité, dans le camp de M. Ouattara? Oui, mais je l'ai indiqué d'emblée. J'ai dit qu'en 2010, nous sortons d'une élection qui a vu la victoire du président Alassane Ouattara. Est-ce à dire qu'en ce moment... Je prends de façon terre à terre le cas de la légitime défense. Allez-y.
Je suis assis chez moi. Lorsque un individu rentre dans ma cour et il me tape il m'assomme avec un bois. Lorsque moi j'ai réagi, le droit appelle cela de la légitime défense. Vous êtes en train de nous dire qu'on n'a pas besoin de poursuivre des personnes dans le camp de M. Alassane Ouattara. C'est juste la question. Vous répondez juste savoir. Aujourd'hui, on a... Allez-y. Amandé Oremi qui a été supposé... Il a du bulletin du RHDP? Non, pas du tout du RHDP, parce que les gens... Pas du tout. Vous le dites. Non, écoutez. Il est supposé être donc un acteur majeur de la crise 2011, donc il est supposé être... Pour lui, s'il est poursuivi, c'est un camp, c'est un proche. C'est vrai qu'ils le disent. Non, qu'est-ce que vous dites? C'est ça qui est important. Ils disent... Écoutez, qu'est-ce que vous dites? Non, ils disent que personne n'est poursuivi donc, dans le camp Qui sont les personnes qui sont poursuivies dans le camp de M. Alassane Ouattara? Quand ils disent que dans le camp Alassane Ouattara, personne n'est poursuivi, et que les mêmes qui disent que Amandé Oremi serait donc... Qu'est-ce que vous répondez à la question? Mais Amandé Oremi est condamné. Et ils disent qu'il est proche donc, du parti au pouvoir, mais il est condamné. Vous savez, madame, il y a une chose à préciser, que quand en justice, c'est comme une confrontation. En justice, c'est comme une confrontation. Lorsque vous avez été acquitté, c'est parce que le procureur n'a pas pu effectivement fournir suffisamment de preuves. Sinon, on a vu parmi les juges qui ont donné le verdict de l'acquittement, il y a eu deux juges qui ont voté non. Il y a eu deux juges qui ont voté non. Nous sommes obligés d'aller à la pause pour respecter donc les horaires sur ce plateau. Je vous donnerai le temps de développer votre idée. On y va pour la pause. Sur ce plateau de NCI 360, dont je permets à l'honorable Baudouin de terminer sa pensée. Voilà, j'étais en train de vous dire, madame, que il y a eu effectivement un verdict, mais ça ne veut pas dire que M. Laurent Gbagbo est innocent. Parce qu'il y a eu quand même 5 juges qui ont statué. Et parmi les 5, il y a eu 2 qui ont voté contre. Donc il faut considérer qu'effectivement, il y a eu un non, il y a eu un contre-acquittement. Mais Jean-Pierre Bemba, qui a été acquitté également, mais Jean-Pierre Bemba, qui est aujourd'hui l'ami personnel, il a été un rebelle sanguinaire. Il a conduit une bande armée, il a tué, mais il a été innocenté. La question est ce que vaut la justice, madame. Les personnes qui sont poursuivies dans l'autre camp, sachant qu'il y a eu 2 camps qui se sont affrontés rapidement, vous réagissez rapidement, je donne la parole à... Non, je voudrais vous dire aujourd'hui, je reviens toujours à la question de la justice, que M. Gbagbo, qui revendique aujourd'hui être le chef de file donc, des victimes, de ceux qui sont en prison aujourd'hui, alors que devant la CPI, il disait qu'il n'avait aucun lien avec les militaires. Mais il faut donc se poser donc, la question de savoir si c'est vraiment sérieux qu'il n'est vraiment en rien de tout ce qui s'est passé en 2011. Je voudrais revenir rapidement sur 2 choses essentielles. Vous avez posé la question de savoir est-ce que la volonté du président Laurent Gbagbo de voir la liste qu'il a transmise, les personnes qui sont sur cette liste-là, être libérées peut aboutir, je voudrais dire oui. Il faut espérer dans ce sens, comme l'a dit Sylvain Guessant, puisque nous sommes dans une phase de décrispation générale. Et d'ailleurs, l'abandon des charges contre Mme Gbagbo est un élément. On reviendra en deuxième partie. Voilà. Et je voudrais dire également que il faut revenir sur les questions de la réconciliation pour dire que c'est le président Alassane Ouattara, en tant que chef de l'exécutif, qui tient la baguette de la cadence politique. Donc c'est à lui de donner un coup d'accélérateur. Le président Gbagbo a croisé le président Bédié, il vient de le croiser. Les 3 doivent se mettre ensemble pour définir les différentes étapes qui restent à accomplir, à faire pour parvenir à la réconciliation, qui est cette forme de guérison que nous appelons au niveau collectif. Sylvain Guessant, vous voulez revenir sur la question des victimes? Oui, la question des victimes qui, à mon avis, n'a pas été suffisamment traitée sur le plateau, tant bien qu'il représente un élément assez clé. Après que les hommes politiques se soient mis en confiance, que leur relation ait évolué, notamment après la rencontre entre les présidents Gbagbo et Alassane Ouattara, il serait intéressant de sortir la liste des victimes des crises que nous avons connues, des tiroirs, pour essayer de les mettre à jour. Bon, je ne sais pas trop sur quels critères ces victimes ont été définies. En interrogeant l'histoire, on sait que les élections de 2000 ont eu des victimes. À l'époque, je crois que c'était 300 morts. 2002 a eu ses morts. 2004 a eu ses morts. 2011 a eu ses morts. 2020 a eu ses morts. Il faudra mettre à jour cette liste
et dans la mesure du possible que l'État ivoirien apporte réparation à ces victimes. De manière symbolique, il serait peut-être intéressant, que le président Alassane Ouattara, Laurent Gbagbo, Henri Konan Bédié reconnaissent le tort qu'ils ont fait à la Côte d'Ivoire. Ils sont les 3 responsables de l'implosion. Ils ont tous une part de responsabilité, c'est ce que vous dites. Non. Ils sont responsables de l'implosion de la Côte d'Ivoire. Ils ont été les 3 qui ont suscité cette haine dans le cœur des Ivoiriens. Ils ont été les 3 qui ont amené les Ivoiriens à vivre dans des clivages imaginaires. Absolument. Ils ont été les 3 à susciter tous ces milliers de morts qui demandent pardon aux populations ivoiriennes, que l'État apporte les réparations, fut-elles symboliques. Même la liste des morts, l'État ivoirien reconnaît que votre mari, votre fils est mort pendant la crise ivoirienne. À ce titre-là, voici tel document. Ce serait déjà parfait. Si on a des moyens de construire des écoles, des centres de santé pour des mesures collectives de réparation, ce serait salutaire. Et après ça, que ces 3 présidents-là nous disent au revoir et qui quittent la scène politique. C'est la meilleure réparation qui peut apporter. Avant de revenir donc sur cette retraite politique, vous avez parlé de la justice comme un pilier pour la réconciliation. Pensez-vous que cette justice doit toucher les personnes de ces 3 camps, en fait? Il bénéficie d'une certaine immunité, c'est une certaine justice qui peut les juger, que Gbagbo n'a pas voulu mettre en place, que Ouattara n'a pas voulu mettre en place, la haute cour de justice qu'on attend toujours. Donc ces 3 personnes ne peuvent pas être jugées en Côte d'Ivoire. On va faire grâce de tout ça. Absolument. Il n'y a pas d'institution forte en Côte d'Ivoire pour pouvoir juger M. Ouattara, M. Bédié, M. Gbagbo. Ça n'existe pas en Côte d'Ivoire. Donc c'est bon, ils se sont retrouvés, ils ont fait la paix entre eux, qui demandent pardon aux victimes pour l'implosion qu'ils ont suscitée en Côte d'Ivoire et qui prennent leur retraite politique. Pensez-vous qu'ils vont prendre leur retraite politique? Madame. Doivent-ils prendre leur retraite politique, comme le dit Sylvain Nguessan? Non, je pense que ça, c'est une thématique qui vient de susciter. On ne va pas répondre à ça. Mais ce qui est important, c'est la question des victimes. Parce que je n'ai pas eu la parole sur sur ce point précis. Vous savez, en 2011, le FPI a proposé la justice transitionnelle. Ça nous permettait d'avancer sans frustrer. La justice transitionnelle était basée sur un triptyque. Repentance, vérité et puis dédommagement des victimes. Ça a été expérimenté au Rwanda, ça a été expérimenté en Afrique du Sud. Ça va pouvoir nous permettre de sortir du cycle ou bien de la spirale de violence et de vengeance. Ça n'a pas été retenu. Le RDR, en son temps, a opté pour la justice traditionnelle et on a vu ce que ça a donné. 10 ans après, les pauvres Gbagbo font l'objet d'acquittements. D'abord, ça a commencé par Simone Gbagbo. Les acquittements, ce n'est pas nouveau. Ici, en Côte d'Ivoire, il y a eu un procès contre Simone Gbagbo pour les mêmes faits pour lesquels Laurent Gbagbo a été jugé à La Haye et Simone Gbagbo a été acquittée. Elle a été amnistiée. Elle a été acquittée, pas amnistiée, elle a été acquittée. À chaque fois que les pauvres Gbagbo sont devant un jury populaire, à chaque fois que les pauvres Gbagbo sont devant une justice indépendante, ils sont toujours acquittés. Elle a été condamnée pour le procès de la BCAO, ce qui n'était pas devant un jury populaire. Parce qu'il faut préciser ça, c'est très important. À chaque fois que nous avons eu affaire à une justice indépendante, on s'en est sorti blanchi. Parce qu'il ressort des rengaines qui font honte au RHDP. Comment quelqu'un qui va en procès dans une justice que vous-même avez choisie, qui ressort blanchi, acquitté, mais avec des thèmes qui sont assez équivoques, sans équivoque, pardon. On dit Laurent Gbagbo est acquitté pour insuffisance des preuves, pour faiblesse exceptionnelle des preuves. On va jusqu'à dire que les forces de sécurité étaient en position défensive. Et il y a des gens qui viennent défendre le contraire. Il y a des gens qui viennent parler de légitime défense. Est-ce que pendant la crise que nous avons connue, on a vu les forces de défense et de sécurité progresser dans le Nord? Mais elles étaient ici. Elles ont été attaquées, elles ont été acculées ici. J'ai entendu même quelqu'un dire que... ici, à Abidjan, alors. S'il te plaît, sois un peu sérieux. On est dans un débat sérieux. Il y a quelqu'un qui est modérateur. Toi, je parle, tu parles. Merci de le laisser terminer. Vous aurez votre temps de parole. C'est elle qui est la modératrice. Ça, c'est une question d'éducation. Il ne faut pas aussi monopoliser la parole. Vous aurez votre temps de parole. Et tu es assez pédant. Allez-y rapidement. Madame, voilà, juguler les... Bon, on va passer. Il vient encore inciter. Alors, donc, je voudrais préciser que la notion de criminel qu'on veut forcément attribuer à Laurent Gbagbo n'a pas de sens. N'a pas de sens juridique, n'a pas de sens moral, n'a pas de sens politique, n'a pas de sens symbolique. Armand Béranger. Bien, je voudrais revenir sur cette affaire, l'affaire des victimes. Le camp RDR, Ouattara, ne voit les victimes
que d'un seul angle. Et ce n'est pas bon. Voyez-vous, quand on dit victime, c'est à plusieurs niveaux. Il y a des gens qui ont été touchés par balle. Il y a des gens qui ont tout perdu. Il y a des gens qui ont perdu des gens. Il y a des gens qui avaient certainement un projet qu'ils n'ont pas pu réaliser. Tout ça, ça doit s'inscrire dans un schéma de justice sociale. On entend par justice sociale la démocratie, le respect des règles que nous-mêmes, nous nous sommes fixées. Ça, c'est le préalable. Parce qu'il y a une loi fondamentale qui régit l'État, qu'on appelle Constitution. Et elle consacre des droits à tout citoyen, quel qu'en soit son bord. Mais j'ai l'impression que nos amis d'en face ne voient que les choses d'un seul angle, sous un seul angle. Et ce n'est pas bien. Il faut que, honnêtement, qu'ils soient liés, pieds joints, mains joints, qu'ils s'inscrivent résolument dans le processus de réconciliation. On a bien noté. On va donc aborder un sujet qui est dans ce... Laissez-moi terminer. On va aborder un sujet qui est dans... Je termine. Merci, je vais terminer. On va aborder donc un sujet qui est prévu dans cette première partie. Sylvain Nguessan l'a dit, mais il faut rappeler quand même que ça se dit un peu. L'opinion nationale le pense, ça revient un peu plus. C'est la question de la retraite des trois grands. Ont-ils l'intention ou vont-ils prendre leur retraite? Quand on regarde les différentes positions, Kwasi Raphaël, vous voulez commencer sur ce point? Oui, merci madame. Je crois que le président Henri Konan Bédié, lors de la visite du président Laurent Gbagbo à Daoukro, il a esquissé un pas dans ce sens. Et le président Finguessan Dans le sens de quoi? De la retraite? Dans le sens de la retraite. D'accord, dites-nous. Voilà. Et il a dit que, le président Finguessan l'a rappelé, lors du discours qu'il a tenu le 27 juillet à la maison de la paix, au palais de la paix de Yamoussoukro, lorsqu'il a reçu le prix, faisant de lui l'ambassadeur de la paix et de la réconciliation. Il a dit que le président Bédié a reconnu qu'il allait consacrer ses dernières forces à la réconciliation des Ivoiriens. Donc c'est un discours prémonitoire d'une retraite annoncée. Et nous voudrons que la réconciliation que nous appelons... Ça, c'est votre point de vue, hein, c'est votre interprétation. Ce n'est pas mon point de vue, j'en viens. Je suis dans les démonstrations. D'accord, rapidement, on va aller... Nous savons, on va rapidement, nous savons que tous ces trois leaders sont attachés à des, je vais dire, à une... comment je peux appeler ça? À un bilan politique où se lisent tour à tour une frustration, certainement des moments de gestion de pouvoir et une frustration. Donc, ils ont, eux tous, dans l'histoire de la Côte d'Ivoire de ces 30 dernières années, ils ont un contentieux chacun. Donc, ce contentieux-là, c'est pour cela que j'ai dit qu'ils doivent se rencontrer. Une fois que ce contentieux est liquidé, je crois qu'ils doivent, ils doivent partir. Prendre leur retraite pour préparer une nouvelle génération. Francis Kofi Benedis. Oui, je voudrais tout de suite rappeler que mon frère là-bas, Béranger Amman, n'est pas respectueux des textes de loi que nous imposons nous-mêmes. Il continue d'appeler le RHDP RDR, ce qui n'est pas normal, ce qui n'est pas juste. Je voulais le rappeler donc à l'ordre. Et puis indiquer que nous n'allons pas réinventer la politique en Côte d'Ivoire. Il y a eu le dialogue direct ici en Côte d'Ivoire qui a permis à ces trois grands, sinon quatre grands, de dire leur part de vérité, de pardonner les Ivoiriens. Mais au sortir de ce dialogue direct, il y a eu la mort de Guy Robert. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Ce que l'opposition propose aujourd'hui au régime en place... On est sur la question de la retraite des grands. Je vais le dire. Oui, ce qu'eux proposent aujourd'hui au régime en place, c'est comment ils font leur entrée dans le gouvernement. Comment ils proposent un dialogue. Parce que moi, il est en train de renifler, mais moi, je suis en permanence en contact avec eux. Je connais les motivations qui sous-tendent, n'est-ce pas, cette proposition. D'accord, nous ne connaissons pas les motivations. Moi, je veux juste que vous répondiez à cette question. Est-ce que les trois grands, est-ce qu'ils vont se retirer, notamment quand on parle du président Alassane Ouattara? Le retrait des trois grands dont vous parlez, madame. Le président Alassane Ouattara
l'a déjà indiqué à travers donc, la limitation d'âge qu'il avait proposée. Vous comprenez? Mais lorsqu'on décide de créer le RHDP, et que, sur d'ailleurs recommandation du président Henri Konan Bédié, et qu'on décide de créer le RHDP qui va voir disparaître donc le PDCI, qu'est-ce qui fait que le président Bédié plus tard abandonne le projet de la création du RHDP? Le président C'est justement parce que le président Alassane Ouattara lui indique sa que... retraite politique. Oui. C'est ça la question à laquelle nous tentons de répondre. Oui. Mais évidemment, le ministre Touré Mamadou l'a indiqué la dernière fois, il s'agira pour les uns et les autres d'aviser. Tant que nous aurons en face de nous Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié, je pense que le président Alassane Ouattara, à qui la Constitution permet donc un autre mandat... Vous avez bien compris, Sylvain Guesson. Écoutez, rapidement pour fermer le chapitre. Un peu la scène politique ivoirienne. Le 5 mars 2020, c'était je me retirais, je laissais Amadou Gouen être candidat. Absolument. Et puis après, je n'ai pas eu de candidat de consensus. Demain, le président Bédié tiendra le même discours. Demain, le président Gbagbo tiendra le même discours. La meilleure façon, et pour rappel, la clause de la limite d'âge pour être candidat en Côte d'Ivoire faisait partie de la Constitution de la Deuxième République. C'est M. Alassane Ouattara qui l'a fait sauter dans le projet de 2016. Donc, la meilleure façon, comme les politiciens, on ne peut pas leur faire confiance. Et la plus mauvaise posture qu'on puisse avoir sur le terrain politique, c'est de faire confiance, de croire aux propos d'un homme politique. La meilleure façon, donc, c'est de susciter la réforme constitutionnelle pour qu'il soit écrit noir sur blanc que pour être candidat en Côte d'Ivoire, il faut être âgé de, on définit la fourchette, 35 à 70 ans, 75 ans. C'est clair, les trois ne font pas plus partie de cette tranche d'âge. On est tranquille, ils prennent leur retraite politique et on passe à autre chose. Armand Béranger, rapidement. Bon, je voudrais... dire à mon frère que Benelux, il dit que c'est le président Bédié qui a fait que le président Ouattara a fait un rétro-pédalage. Mais s'il fait sa politique en fonction du président Bédié, c'est que c'est... Excusez-moi, c'est pas pour les Ivoiriens qu'il est là. Le président Bédié a-t-il l'intention de prendre sa retraite politique? Je vais revenir à la question. Oui, allez-y. Voyez-vous, des gens ont interprété le texte, la Constitution ici, en disant que le professeur Mamadou Koulibaly, dans une tribune, aurait dit. Et donc, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. De la retraite politique. La retraite politique ne se proclame pas, madame. C'est un système, un schéma. Quelles sont les intentions? Aujourd'hui, vous me voyez en face de vous, en train de débattre au nom de la grande famille PDCI, et particulièrement au nom de la jeunesse du PDCI. Du coup, vous comprenez que c'est un système dans lequel on ne dit pas à quelqu'un « ôte-toi de là que je m'y mette ». C'est un système, notre tour viendra. Mais ce n'est pas parce que le RDR ou bien le RHDP voudrait qu'on change notre capitaine qu'on va le faire. Non. Merci, on vous a bien compris. On va évoluer donc dans ce débat. Vous savez, la seconde partie est consacrée donc à la levée du mandat, le mandat de la CPI, un mandat qui visait Simone Eivé Gbagbo. Je vous propose donc cet élément pour planter le décor, on va dire, de cette deuxième partie. Depuis ce jeudi, Simone Eivé Gbagbo n'est plus poursuivie par la Cour pénale internationale. La Chambre a décidé que le mandat d'arrêt qui pesait contre l'ex-première dame cesse d'être effectif. Une nouvelle bien accueillie par les populations. Si c'est jusqu'à présent, c'est maintenant qu'ils ont jugé utile d'enlever la peine, je pense que c'est normal. Et je pense que c'est parce qu'ils ont quand même jugé qu'elle est innocente. Donc pour moi, ça nous fait joie au cœur. Je suis très content, très ému. Ça va dépendre d'elle d'orienter maintenant ses horizons où elle veut. Mais il faudrait que tout soit dans la paix, dans la sincérité, pour que la Côte d'Ivoire soit une seule Côte d'Ivoire unie, c'est tout. Cette levée de mandat vient boucler définitivement les poursuites dont Simone Gbagbo faisait l'objet au lendemain de la crise post-électorale de 2010. La CPI a jugé utile, à la demande du procureur, de lever le mandat qui ne se justifiait plus. Et je trouve que c'est une bonne nouvelle et ce n'est que justice. Poursuivi en Côte d'Ivoire pour des crimes en lien avec la crise post-électorale de 2010-2011, Simone Eivé Gbagbo a été amnistiée
en 2018 par le président de la République. Avec cette levée de mandat par la CPI, elle est désormais libre de tout mouvement et pourra désormais voyager librement à travers le monde. Même aujourd'hui, Mme Simone Gbagbo peut prendre l'avion pour voyager. En Côte d'Ivoire, elle ne faisait l'objet d'aucune poursuite et d'aucune condamnation. Donc son avenir politique était intact. C'est juste qu'elle ne pouvait pas voyager à l'extérieur de la Côte d'Ivoire parce qu'il y avait un mandat. Simone Gbagbo était poursuivie par la Cour pénale internationale pour meurtre, viol et persécution commis au cours de la crise post-électorale 2010-2011. Donc, Simone Gbagbo n'est plus poursuivie par la Cour pénale internationale. Pour aborder cette deuxième partie, je vais commencer avec vous, Blaise Lasme, non seulement pour vous permettre de donner rapidement votre point de vue sur la retraite politique des trois grands, et pour nous dire si la rupture politique, je pèse bien mes mots, la rupture politique entre Simone Gbagbo et Laurent Gbagbo est consommée. Bien. Ce n'est pas démocratique de demander à des leaders de s'hériter. Ça, ce n'est pas démocratique. Je crois qu'il faut permettre aux populations de porter leur choix sur la personne qui, pour elle, est capable de conduire le projet qui leur a été présenté. Donc permettre à des jeunes de 18 ans d'être candidats. Mais ça, c'est des réformes qu'il faut soutenir. C'est des réformes qu'il faut soutenir. Une loi. Développez rapidement votre idée. Merci Sylvain Nguesson de le laisser terminer. Oui, mais dis à un individu, parce que tu es âgé, il faut quitter là alors qu'il est en pleine possession de tous ses moyens mentaux, physiques. Les moyens mentaux. Mentaux, pardon, merci de me corriger, intellectuels. Je crois que ce n'est pas démocratique. Il faut permettre aux populations de pouvoir choisir celui qui est apte à le conduire pendant les 5 ans que le délai prescrit par la Constitution. Donc ça, c'est la première préoccupation. La deuxième préoccupation, c'est pour Simone Gbagbo. Il n'y a pas de divorce politique entre Simone Gbagbo et Laurent Gbagbo. D'accord, dites-nous. Non, il n'y a aucun divorce politique. Et je n'ai pas de commentaires particuliers à faire là-dessus. Simone Gbagbo a été arrêtée pour la première fois à 17 ans, lors d'une marche qu'elle a menée au lycée classique d'Abidjan. C'est une femme politique aguerrie. Elle a un parcours qui force l'admiration et elle continue d'être active dans le microscope politique, évoquer même un divorce. Active aux côtés de Laurent Gbagbo? Mais Laurent et Simone sont dans le même parti. Laurent et Simone sont dans le même parti. Le parti est présidé par Laurent Gbagbo. Simone est membre du parti. Quand vous parlez du parti, vous parlez de quel parti? Je parle du Front populaire ivoirien. Voilà. Ah, OK. Voilà. Parce qu'il y a 2 Fronts populaires ivoiriens. Non, il n'y a pas d'autre. Merci, s'il vous plaît. On va le laisser terminer. Merci, on va le laisser terminer. Alors, donc, il n'y a aucun divorce politique à l'horizon. C'est vrai qu'il y a des gens qui nourrissent des fantasmes profonds sur ces questions-là. Mais je crois qu'ils doivent se raviser. La Côte d'Ivoire a besoin de plus que ça. La Côte d'Ivoire a besoin de plus que ça. Voilà, c'est ce que je veux dire. On note quand même depuis son retour en Côte d'Ivoire l'absence de Simone Gbagbo aux côtés de Laurent Gbagbo dans les démarches politiques. C'est peut-être ce qui amène l'opinion à penser à cette rupture politique. Je vais laisser Dr Kwasi Raphaël réagir à la question de la présidence du FPI. Je vous ai vu tout à l'heure. Alors, quelle est la question précise? Vous pourriez certainement... Lorsque Blaise Lasme était en train de parler du FPI en disant que le président Laurent Gbagbo était donc le président du FPI, j'ai senti des réactions à votre niveau. La question, c'est aujourd'hui... Non, je voudrais que nous ne fassions pas ce débat ici. La question est tranchée par la justice. Okay. Donc, nous n'allons pas nous replonger là-dedans. Le président légal du Front populaire ivoirien, c'est le Premier ministre Pascal Affi-N'Guessan. Et je crois que dans l'objet de nos discussions, il n'y avait pas ce thème-là. Donc, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Ce que je voudrais dire, c'est que la perspective de l'arrêt des poursuites contre Mme Gbagbo jette quelque part le discrédit sur les pays africains et notamment sur la Côte d'Ivoire. Voilà. Le recours à la justice internationale est poreux, ce recours-là. Et c'est un recours qui est regrettable. C'est honteux et ça dénote d'une irresponsabilité, d'une immaturité politique. On l'a fait pour le président Gbagbo, ça n'a pas abouti. Pourquoi exposer ces hommes politiques à la vindicte internationale à travers une juridiction comme la CPI? Aujourd'hui, je pense qu'on doit se poser cette question-là. Et donc, le fait d'arrêter les poursuites, c'est de ne plus d'arrêter une certaine forme si vous voulez, de honte qu'a généré la poursuite contre le président Gbagbo et qui n'a pas abouti à des résultats fructueux. Honorable Baudouin.
Oui, tout d'abord, je voudrais dire à ce jeune frère que nous sommes RHDP. Ce jeune frère, c'est qui? Monsieur Amour, s'il vous plaît. Vous parlez de qui exactement? Mon frère Amour, voilà. Merci. Mais c'est un jeune frère, n'est-ce pas? Donc, c'était bon de préciser de qui vous parlez, vu qu'il y a deux personnes en face. C'est de lui qu'il s'agit. D'accord. Nous sommes RHDP, un parti politique créé en 2018. Il faut quand même qu'il respecte la loi. Parce que vous voyez, peut-être il y a un problème avec les changements de nom, de dénomination. Sinon, voyez-vous, le Front National en France est devenu Rassemblement National. Les Républicains étaient avec d'autres noms, a connu d'autres noms sur le temps. Donc, peut-être qu'il doit s'instruire sur ces petites choses-là. Mais votre avis, donc, sur la levée de mandat? Pour dire, vous savez, nous n'avons pas de commentaires. Notre logo. Nous n'avons pas de commentaires. C'est de l'acrimonie, s'il vous plaît, vous le laissez terminer. Après, vous aurez votre temps de parole. Vous aurez votre temps de parole. Merci. Je dois dire que nous n'avons pas de commentaires à faire sur une décision de justice. Ça aussi, le respect de la loi. La CPI. Mais ce que je voulais simplement dire, c'est que le président Alassane Ouattara avait donné une fin de non-recevoir à la CPI quand elle a lancé ce mandat d'arrêt-là contre Mme Simone Gbagbo. Donc nous, si c'est qu'elle n'est plus poursuivie, ce n'est pas une mauvaise chose pour nous. Elle a été admissiée ici en Côte d'Ivoire par le président Alassane Ouattara. Donc, il n'y a pas de commentaire particulier. Pensez-vous qu'elle pourrait jouer un rôle dans le processus de réconciliation nationale? Oui, effectivement, on sait que c'est une femme politique. Elle a été vraiment une actrice quand même de la crise de 2011. Elle peut jouer un rôle, mais malheureusement, elle a un peu, et bien souvent, des propos aussi violents. Mais je pense qu'elle a encore mieux à faire et je pense qu'elle peut effectivement être utile à la paix en Côte d'Ivoire. Bien entendu. Sylvain Nguessan, en tant qu'analyste politique, pensez-vous qu'il y a rupture politique entre Simone Gbagbo et Laurent Gbagbo? Bon, les temps à venir nous situeront, même si on voit déjà les prémices. D'accord. Quand on écoute, on analyse le discours politique le discours de la nation de Griffe permettrait. En Côte d'Ivoire, maintenant, tout le monde s'adresse à la nation. Absolument. Hein. Donc, quand on écoute le discours de la nation de Mme Simone Gbagbo, du mois passé, où elle demandait pardon au président Alassane Ouattara de libérer les prisonniers politiques, etc., etc. Quand vous lisez entre les lignes, elle prenait un peu à contre-pied les premiers discours du président Laurent Gbagbo, notamment celui tenu au siège de son QG, etc., etc. Et je pense que cela a animé la cadence du président Laurent Gbagbo, qui lui aussi est parti maintenant vers, etc., etc. Quand le président Laurent Gbagbo prend sa distance avec le monde évangélique, tous ses discours, pratiquement chaque 2 minutes, c'est Dieu, Dieu, Dieu. Et même quand la CPI lève la poursuite qui était engagée contre elle, dans la vidéo qu'elle fait, comment on appelle, live qu'elle organise, ce sont des chœurs qui chantent Jésus, Dieu. Donc je pense qu'il y a eu cette démarcation, qui est en train de se faire à l'interne. Bon, le FPI est un front, donc en principe, ça ne devrait pas surprendre. Si tel que tout se réclame du FPI, peut-être des démocrates chrétiens, Laurent Gbagbo pourrait diriger sa tendance, etc., etc. Maintenant, si le projet de divorce du président Laurent Gbagbo aboutissait et que Mme Simone Gbagbo retrouvait son identité d'Yvette, et donc plus soumise, entre parenthèses, au devoir matrimonial, à la pesanteur du mari, etc., etc., je pense qu'elle sera un peu plus libérée au niveau de ses propres ambitions politiques. Au regard de sa carrière politique, Blaise Lassme nous le décrivait tantôt, prisonnier à 17 ans pour avoir organisé des marches de contestation. De 17 à 72 ans aujourd'hui, ça fait quand même beaucoup. Ça fait beaucoup pour son CV politique. Et pensez-vous donc qu'elle pourra embraser cette carrière Je le pense. Ça dépendra maintenant des dynamiques internes au FPI. Est-ce que le FPI, la grande famille du FPI, vous permettrez, ce n'est pas forcément pour contester, si la grande famille du FPI, des gens qui sont connus depuis les années 84, les années 80, les années 70, acceptent de taire leurs petites questions d'ego, s'ils acceptent de se retrouver en fonction de leur dynamique, de susciter une grande famille FPI aujourd'hui, si Laurent Gbagbo était dans l'incapacité d'être candidat demain en 2025, je pense que Mme Simone Gbagbo fait partie quand même de la shortlist qui pourrait participer aux primaires à l'interne au FPI. Maintenant, est-ce que le FPI va se retrouver? Est-ce que Laurent Gbagbo va pas partir avec EDS? Est-ce que Simone Gbagbo va pas se retrouver entre le FPI de M. Affi N'Guessan et l'EDS de M. Mounier? Ils sont heureusement sur ce plateau, ils vont nous répondre. EDS
promesse de M. Ouénié, si elle se retrouve dans ce milieu-là, quelle candidature, quel parti qui va la porter en tant que candidat à 2025. Donc il y a assez de dynamique qui pourrait aboutir d'ici la fin de l'année ou bien 2022, qui nous permettrait de mieux comprendre ça. Mais on comprend aujourd'hui qu'elle prend un peu plus d'autonomie au fur et à mesure. Et IVD, par exemple, qui a été célébré cette année. Je prends rapidement la réaction de Francis D'accord. Je voudrais noter que je suis au regret donc que nous soyons là à nous stagner dans sur des débats qui intéressent fondamentalement le FPI, les divergences, les amalgames. Vous avez vu les autres de jour avant de venir, vous aurez pu rester à la maison. Des amalgames qui sont en interne au FPI. Je voudrais donc, bref, les laisser donc sur la gestion de la crise en interne. Pour parler donc de la levée de mandat par la CPI, je voudrais dire que c'est une suite logique, n'est-ce pas, de l'acquittement du président Laurent Gbagbo. Et donc maintenant, pour les perspectives, qu'est-ce que Mme Gbagbo compte faire? Je pense que ça ne dépend que d'elle. Voilà. Depuis sa sortie de prison le 8 août 2020, je pense qu'elle a pu sillonner quand même l'espace ivoirien. Elle est allée dans plusieurs villes pour mener des actions politiques, des activités politiques. Donc son avenir ne dépendra que d'elle à la réalité. Et quant à nous, au niveau donc, du RHDP, nous travaillons sur le programme que nous avons proposé aux Ivoiriens. Et c'est sur cela que nous restons concentrés. Oui. Allez-y. Oui, merci madame. Je pense que l'autre clou où je devais arriver, c'était de dire qu'il fallait que nos gouvernants rendent nos juridictions fiables. Voilà, de telle sorte que de telles mésaventures ne surviennent plus par rapport à l'acquittement aux choses, à la remise des poursuites de Mme Gbagbo. Mais je voudrais dire que Mme Gbagbo a incarné des valeurs, a joué des rôles politiques dans l'histoire de la Côte d'Ivoire récente. Et elle est pleine de vitalité. Donc il n'y a pas de raison qu'elle prenne une retraite politique. Mais il s'agira pour elle de faire un choix payant. Parce que ne l'oublions pas, en politique, ce sont les valeurs qui comptent. Voilà, elle va faire donc le choix. Et c'est à elle de choisir. Nous espérons que ces choix vont être des choix de gauche. Voilà, là où on l'a connue. Et là où elle a prospéré en politique. Comme on est en train de parler de... Je vais terminer rapidement sur ce point. Comme on est en train de parler donc de Simone Eïvé Gbagbo, on va un peu rester sur la question du FPI. On parle donc du malaise ou du silence entre Laurent Gbagbo et Simone Gbagbo. On se rappelle également que depuis que Laurent Gbagbo est en Côte d'Ivoire, il n'a pas encore rencontré Afin Guessan. Il y a un malaise au sein du FPI. Comment on peut... en fait, qu'est-ce que vous comptez faire? Blaise Lasme. OK. Je sais que vous attendez cette question avec beaucoup Non, je ne partage pas cet avis. Dites-nous. Voilà, Laurent Gbagbo a son agenda qu'il est en train de dérouler sereinement. Dans lequel Afin Guessan n'est pas en priorité, c'est ça? Je n'ai pas dit ça. D'accord. Et je n'oserais jamais dire ça. OK. Voilà, Laurent Gbagbo, en son temps, va recevoir le Premier ministre Afin Guessan. Ils vont se parler, ce qui a réglé sera réglé. Qu'est-ce qu'il y a à régler? Ce qui est à régler, mais bien entendu, il y a des contentieux à vider, il y a des postures à raccommoder, il y a des positions à rabibocher, mais ça va se faire sereinement. Laurent Gbagbo n'agit pas sous la pression populaire ou médiatique. Laurent Gbagbo agit selon un agenda. Je crois que quand il sera disposé, quand le temps le permettra, il rencontrera Afin Guessan. Il rencontrera tous ceux avec qui vous pensez qu'il a des difficultés. Vous savez, la politique, elle est mystérieuse. Hein? Ce n'est pas tout ce que vous croyez qui est vrai. Les gens se parlent. Pour vous, il n'y a aucune difficulté au FPI en ce moment? Je n'ai pas dit qu'il n'y a aucune difficulté. Mais j'ai dit qu'il n'y a aucune difficulté qui ne soit insurmontable. OK. C'est ce que j'ai dit. Avant Béranger. Bon, avant d'aborder la question, je voudrais dire à mon frère Yapo, l'honorable, que... il ne faudrait pas qu'on ait des propos indigestes l'un envers l'autre. Ce n'est pas bien. On peut ne pas se comprendre. Sur quel point êtes-vous en train de réagir? Sur l'acquittement de... D'accord, de Mme Simone Eïvé Gbagbo. L'abandon des charges. Vous avez voulu me piéger. La levée de mandat de la CPI. Voilà. Non, je n'ai aucune intention de vous piéger. La levée de mandat d'arrêt. Je pense que c'est la conséquence logique de tout ce que le président Laurent Gbagbo lui-même a quitté, le ministre Charles Blé Goudé a quitté. Je pense que la suite logique,
qu'on abandonne les charges qui pèsent contre elle, parce que ça va aboutir au même résultat. Et comme ils n'ont pas envie de se fatiguer, bon, ils abandonnent en même temps. Mais ce que je veux dire, son avenir politique à elle, c'est à elle d'impacter c'est à elle d'orienter son avenir politique. Moi, particulièrement, j'ai rien à dire. Elle a un passé, un vécu politique. C'est une dame à respecter. Je m'arrête là, tout en disant que son avenir politique lui appartient. Avant de passer la parole à l'honorable Baudouin, vu que le FPI, en fait, le président Laurent Gbagbo et le président Rikonon Bédié se sont rencontrés et sont en train de se rapprocher encore plus, quel est le commentaire ou l'analyse que vous faites des crises internes au FPI? En quel nom, d'après vous, lorsque le président Laurent Gbagbo échange avec le président Rikonon Bédié, au nom de quel parti politique le fait-il? Voyez-vous, madame, là où l'attention des hommes appelle le dialogue, le PDCI et son président s'associent. N'allez pas penser que même une dissension, même au sein du RDA ou du RHDP, puisse nous faire plaisir. Non. Et donc, ce qui est de notre ressort, ce que nous pourrions faire pour aider les frères, nous le ferons. Et ce n'est pas le président Bédié, c'est les propos du président Bédié l'étayent. Honorable Baudouin, juste après lui, je vous donne la parole. Voilà des personnes qui ont des problèmes qu'elles n'arrivent même pas à régler. Elles parlent de chaque jour de réconciliation, alors qu'elles ont des problèmes qu'elles n'arrivent même pas à régler. Chez moi, à l'épée, puisque je suis également dans l'épée, le FPI dont on parle a 3 branches. Il y a Simon Gbagbo qui a son fédéral, il y a Assou Adou, donc du côté Gbagbo, qui a son fédéral, Afinguissan qui a son fédéral. Et il arrive même souvent que ces personnes-là se font donc se donnent des coups de poing, brisent des chaises. Je voudrais dire que laissez-le terminer. Il va donc, vous voyez qu'ils ont des problèmes qu'ils n'arrivent pas à régler. Vous savez, aujourd'hui, on parle de la rencontre entre M. Gbagbo et le président Ouattara, mais écoutez, ici, dans ce même parti-là, vous verrez que une rencontre entre M. Afinguissan et le président Ouattara était donc sous des traîtrises. Donc ils ont des problèmes, ils ont des contradictions. Et vous savez que nous sommes à HDP, mais ce qui nous intéresse, c'est la Côte d'Ivoire. Qu'ils arrivent d'abord à régler leurs problèmes avant de penser à la Côte d'Ivoire. Parce que c'est les Ivoiriens eux-mêmes, c'est les deux camps. Ils bagarrent, ils font pas à tout moment. Mais soyons sérieux à un moment donné. Bon, je crois que... je pense que vous avez laissé le débat quand même aller dans des proportions inacceptables. Voilà, on n'est pas venu ici pour faire le procès du Front populaire ivoirien, encore moins des dissensions qui sont en interne. Dans tous les partis politiques en Côte d'Ivoire, que ce soit au RDR, au PDCI, partout, et tout, il y a des dissensions. Voilà, il y a des courants, il y a des moments où on ne s'entend pas. Nous avons été victimes d'une grave crise qui a perturbé la cohérence intérieure de notre parti. Si vous voyez bien, alors qu'il y avait RHDP, on s'est dissolu pour se mettre dans des partis différents. Quand on dit FPI, c'est le FPI. Donc c'est la famille. Nous sommes tous toujours un noyau. À l'intérieur de ce noyau, il y a des fractures. Nous le confessons. Mais outre que nous ne sommes pas venus ici pour discuter de cela, donc c'est pour cela que... Ça fait partie quand même de la vie politique en Côte d'Ivoire et c'est important de l'aborder. Il y a le fait aussi que nous-mêmes, nous prenons sur nous de régler nos problèmes. Et pour cela, on n'a pas besoin de la sagesse d'une tierce personne. Ces personnes, elles-mêmes, connaissent dans leur sein des dissensions récentes. Où est Kakabe aujourd'hui? Où il est? Du PDCI. Voilà. Et donc, on ne peut pas me dire que le président Bédié, il fait Vous savez où est Kakabe? Vous avez la réponse à cette question? Oui, non, moi je n'en sais rien. Mais tout le monde sait où est-ce qu'il s'est retrouvé à la veille des élections. Lorsqu'il a refusé de s'aligner sur les décisions prises par la direction de son parti. Donc je veux dire qu'on arrête de faire le procès. Nous sommes engagés dans un processus national de réconciliation qui a commencé par les actes de pardon. Et pour nous,
les étapes à venir, ce sont les étapes, comme nous l'avons signifié, de la rencontre entre les 3 présidents, de la liquidation des contentieux qui pèsent non seulement sur eux, mais sur l'ensemble des populations de Côte d'Ivoire, et surtout du nettoyage d'un environnement national, politique, qui va permettre aux fils de la Côte d'Ivoire non seulement de comprendre qu'ils appartiennent à une nation ou alors à un pays en train de construire une nation, un État, mais aussi et surtout de poser des actes pour construire un État républicain dans un régime démocratique où la paix va donner la main de façon définitive aux citoyens pour aller vers l'épanouissement et la construction d'une nation. Sylvain Nguessan. La question? Je vous ai vu réagir à ce que le docteur Kwasi Raphaël disait notamment. Oui, c'est tout à fait normal, hein, au vu de ce que le FPI a connu au sorti de cette crise-là. C'est tout à fait normal qu'il y ait ces différentes dissensions. Ça va de soi, beaucoup de partis... Est-ce que le FPI est fragilisé aujourd'hui? Est-ce que c'est le... Oui, la désunion fragilise de toutes les façons, parce qu'on a vu lors des élections précédentes, il y avait des villes où les 2 tendances avaient des candidats. Donc, naturellement, divisant leur voix, cela a favorisé les candidats d'en face. Donc, ce serait quand même bien séant que la grande famille de la gauche puisse se retrouver. Mais encore une fois de plus, les dissensions, que le président Gbagbo et Afin N'Guessan ne se parlent pas, cela n'a rien à voir avec la réconciliation nationale, qui est de notre niveau de gravité. Absolument. Que Laurent Gbagbo quitte le FPI pour aller créer son parti politique, la Constitution lui en donne le droit. Que Mme Simone Gbagbo ait créé son parti politique, la Constitution lui en donne le droit. Cela n'a rien à voir avec la réconciliation nationale. Est-ce que cela ne peut pas fragiliser le processus de réconciliation? Cela peut-il avoir un impact sur ce processus? En quoi? Mais Madame Deba... Laissez-le terminer, je vous donne la parole. Cela n'a aucune incidence sur la réconciliation nationale. Mamadou Koulibaly a décidé de ne plus se présenter, de laisser la présence des leaders. Les leaders continuent. Si Simon Gbagbo crée notre parti, la vie continue. Notre constitution... Il tire le même parti. Merci de le laisser terminer. Bien sûr, il tire le même parti. Allez-y. Même s'il tire le même parti, qu'est-ce que cela a à voir avec la vie... qui font donc... Allez-y. On va permettre, s'il vous plaît, à Sylvain Nguessan de terminer son idée. Le RHDP se choisisse des interlocuteurs un peu plus pour les prochaines fois. Parce que je connais le RHDP depuis 80 ans. Merci de le laisser terminer. Honorable, nous allons vers la fin de cette émission. Merci de le laisser terminer, développer son idée. Il va développer son idée. Depuis 1994, le RD a forgé des jeunes assez crédibles que nous connaissons dans l'arène politique ivoirienne. Sylvain Nguessan, on va vous laisser développer l'idée que vous étiez en train de développer. Des personnes un peu plus matures. Ce n'est qu'un On va vous laisser donc développer cette idée. La Constitution ne limite pas en Côte d'Ivoire le nombre de partis politiques. Voilà. Non, Mme Gbagbo peut créer son parti. M. Afin peut créer son parti, M. Gbagbo peut créer son parti. Cela va fragiliser certainement la grande famille de la gauche, mais cela n'entrave en rien la vie nationale. S'il y a des élections qui sont crédibles et que demain c'est tel parti qui a remporté, tel autre parti qui a remporté, les élections sont crédibles, elles sont inclusives, il n'y a pas eu d'acte de violence, la vie continue. On reconnaît l'autorité de l'État, l'autorité de celui qui a été élu, il forme son gouvernement et la vie continue. Oui. Francis Benelux, il avait demandé la parole. C'est M. Benelux qui avait demandé la parole. Sinon, M. Francis Kofi Benelux. Je ne suis pas d'avis avec ce que... Je rappelle que nous allons vers la fin de l'émission, il ne nous reste plus assez de temps. Je ne suis pas d'avis avec ce que Dr Nguessan vient de dire. Dr Nguessan, je le connais depuis le PDCI. Moi-même, je suis un produit du PDCI. Et il disait tout à l'heure que le RDA a fabriqué des cadres de valeur. C'est ce qui n'est pas faux d'ailleurs, mais c'est une injure quand même que nous fait là de dire ce qu'il vient de dire. Après, quand on dit que Afin N'Guessan peut créer son parti, Mme Gbagbo peut créer son parti, Gbagbo lui-même peut créer son parti, ou Assou Adou peut créer en interne son parti, mais quand on va au débat, qui est-ce qu'on appelle à la table de discussion? D'abord, ça c'est la première question. C'est celui qui est représentant de l'Assemblée nationale. Quand vous voyez que le président Bédia, à un moment donné, dans ses échanges avec l'opposition, notamment celle du FPI, il avait des difficultés à savoir avec qui il échange. Quel est son interlocuteur au niveau du FPI? Quand il reçoit Afin N'Guessan, ça devient un problème pour Assou Adou. Quand il reçoit Assou Adou, ça devient un problème pour Afin N'Guessan. Voilà le débat que nous plantons. Alors, le dit ainsi, ce n'est pas dire que la réconciliation dont il parle, ne peut pas se mettre en place. Mais nous-mêmes, on ne parle même pas de réconciliation. Pas comme je vous ai dit d'emblée, les Ivoiriens sont réconciliés. Nous n'avons aucun problème entre nous. Il parle de dialogue, on pourrait peut-être parler de dialogue politique. On pourrait parler de dialogue politique, mais le dialogue politique a cours depuis très longtemps, depuis belle lurette. Voilà. Le président Alassane Ouattara n'a jamais été en rupture de dialogue avec le président Bédié. Il n'a jamais été également avec le président Gbagbo. On ne reviendra pas au fondement qui engage les gens en politique.
Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en politique, il y a non seulement les valeurs que vous défendez, mais aussi la vision. Et la personnalité qui incarne cette vision et ces valeurs. Quelle que soit la multiplication des partis politiques, tant qu'on a la personnalité qui incarne la vision et les valeurs, certainement le souhait, c'est que ce soit un leader, on est avec lui. Voilà. Et c'est ce que je voudrais dire. Et donc, au FPI, nous défendons les valeurs de gauche. Et nous pensons qu'avec le président Finguessan, nous sommes en droite ligne, droit dans nos bottes, au niveau de ces valeurs de gauche. Armand Béranger, rapidement. Bien, madame. Il me plaît ici de noter que il n'est pas trop bon qu'on s'étale sur les problèmes internes du FPI rapidement. Parce que il y a plus de sujets à débattre comme la vie chère en Côte d'Ivoire, le problème d'eau, d'électricité. Je pense que c'est cela qui devrait nous guider au lieu de nous appesantir sur... Il ne nous reste plus assez de temps. Donc, au lieu de nous appesantir sur des termes creux et qui ne vont pas nous faire avancer, il serait intéressant, comme je le disais, d'aborder des questions comme la vie chère, propositions... On va donc donner la parole à Blaise Labs qui veut réagir et autres. Voilà. Donc, Bien, merci madame. Vous avez dû remarquer qu'entre mon grand frère et moi, il n'y avait pas d'animosité particulière. C'est pour dire qu'au FPI, il n'y a pas de problème, je répète, qui ne soit insurmontable. Donc, il ne faudrait pas qu'on en fasse un fonds de commerce ou bien l'institution d'une thématique particulière. Les Ivoiriens ont d'autres problèmes. Je suis d'accord avec mon frère. Il y a un endettement qui est massif. Aujourd'hui, on a 17 000 milliards. Il y a la cherté de la vie qui est étouffante pour les Ivoiriens. Il y a tellement de choses à dire. Donc, il faut arrêter de se focaliser sur des problèmes virtuels. J'ai vu, il n'y a pas longtemps, une vidéo du ministre Mamadou Sanogo attaquer Bictogo de façon frontale. Mais est-ce qu'on va prendre ça pour venir faire un sujet d'un débat ici? Les Ivoiriens ont des problèmes beaucoup plus sérieux. Absolument. Merci, on vous a bien compris. Nous sommes... je ne sais pas si je l'ai dit malheureusement ou heureusement, au terme de ce débat, un temps nous était imparti et nous avons consommé ce temps. Nous sommes donc à la fin de cette émission NCI 360. Je rappelle que nous avons abordé la rencontre entre le président Alassane Ouattara et son prédécesseur Laurent Gbagbo et la levée de mandat de la CPI, un mandat qui visait Simone et Yves Gbagbo. Merci d'avoir suivi cette émission. Prenez soin de vous et à très bientôt.